Ce que je souhaitais vous dire en introduction, avant de céder la parole au professeur Étienne, c'est que, comme vous l'avez remarqué, nous devons faire face à une crise qui est très particulière. À la fois, elle est pas immédiate ou brutale comme on a pu le voir sur certaines crises, notamment l'explosion, l'incendie Lubrizol il y a quelques mois. C'est encore très différent aussi de la cyberattaque que nous avons subie fin novembre. Là, nous sommes sur une crise qui finalement est assez latente, qui va probablement, même très certainement, perdurer pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et qui va devoir faire appel aussi à notre capacité de réactivité, puisque on voit très bien ce qui se passe dans d'autres régions. Ce qui est valable un jour donné ne l'est plus le lendemain. Il faut réagir très vite à la situation, et donc des directives qui peuvent être prises à un instant T dans un contexte donné doivent, quelques jours après, être modifiées. Y compris, on peut faire parfois des machines arrière ou des 360 degrés. Donc il faut avoir bien en tête cet aspect-là. Je pense que M. Étienne va y insister. Et donc, du coup, la nécessité d'être présent et d'être attentif sur toutes les communications que nous allons vous faire. Alors face à cette crise qui peut être longue et imprévisible, je crois que le CHU bénéficie d'une grande chance et qu'il a d'énormes ressources. D'abord, vous tous qui êtes là et vos collègues, nous avons des compétences extraordinaires ici, parce que nous sommes CHU et parce que certains d'entre vous ont développé des compétences en gestion de crise ou pour faire face à ce type de situation, mais aussi tout simplement parce que nous avons des compétences, des expériences, des habitudes en tant que soignants, non soignants, pour ce type de situation. Également des ressources que l'on peut mobiliser en faisant appel à nos autorités, et nous sommes en lien évidemment très étroit avec l'Agence régionale de santé pour un certain nombre de sujets. Les ressources, c'est aussi notre état d'esprit, la solidarité, le sang-froid, la responsabilité. Je pense que c'est important qu'on puisse partager ces éléments, et je sais qu'ils sont très présents parmi nous, qu'on puisse s'appuyer là-dessus, puisqu'il va y avoir inévitablement des moments de doute, des moments aussi d'éparpillement, peut-être des personnes qui seront éventuellement dans nos entourages ou à l'extérieur, qui peuvent être prises de panique face à certaines informations. On doit être aussi là pour les rassurer, pour nous rassurer, puisque de toute façon, la peur n'évitant pas le danger, on doit surtout se concentrer sur ce que l'on a à faire collectivement et individuellement. Quand on parle de responsabilité, je vais aborder en introduction un seul thème, mais vous verrez qu'on va en aborder bien d'autres tout à l'heure. La question de la gestion, je l'aborde d'emblée, la gestion des stocks de masques, la gestion des stocks de solutions hydroalcooliques. Il faut vraiment qu'on soit vigilant collectivement là-dessus, puisqu'on a des signes selon lesquels il peut y avoir une certaine dispersion qui se ferait au détriment de la prise en charge de nos patients et au détriment aussi de votre propre protection. Les consommables sont à usage strictement, évidemment, professionnel au sein du CHU. Pour gérer cette situation, nous avons donc mis en place ce qu'on appelle un plan de mobilisation interne. C'est une appellation officielle face à ce cas de figure. Le plan de mobilisation interne, c'est une étape qui peut précéder éventuellement le déclenchement d'un plan blanc. À ce stade, il a été constaté et décidé qu'il n'était pas nécessaire de déclencher le plan blanc, mais on peut se réserver cette possibilité dans les jours et semaines à venir si nécessaire, si on doit mobiliser encore plus de ressources pour cette gestion de situation. Le plan de mobilisation interne se traduit très concrètement par une cellule de crise qui se réunit tous les matins à 8 heures sous ma direction, avec une vingtaine de personnes issues de différents services qui apportent évidemment leurs compétences, leur expertise sur le sujet. Ces personnes sont parmi nous dans la salle. Elles vont donc exposer et répondre à vos questions. J'en doute pas qu'il y en aura de nombreuses. Nous avons également un comité de coordination qui, lui, se réunit une fois par semaine et qui est composé d'une 50aine de personnes, donc un cercle plus large, de manière à diffuser l'information auprès d'autres services qui sont également assez concernés par le sujet. Et puis enfin, j'en ai déjà parlé, une communication qu'on va faire de manière très régulière, très large auprès de l'ensemble de la communauté du CHU. On vous doit cette transparence et on sait qu'on peut compter sur votre responsabilité, encore une fois, y compris en termes de diffusion d'informations.
Là encore, il ne s'agit pas de cacher des choses, on n'a rien à cacher, nous, en tant que CHU. Néanmoins, on sait bien que la sensibilité du public non averti face à certaines informations, elle est très grande, et que des propos, des images, des informations peuvent être déformées, consciemment ou inconsciemment, par des journalistes, et peuvent ensuite être retranscrites auprès du grand public de manière déformée, et ce qui peut provoquer, encore une fois, des mouvements de stress ou de panique. Donc voilà la raison pour laquelle cette communication qu'on veut vraiment transparente interne au CHU, on doit la garder interne au CHU. Nous avons par ailleurs, évidemment, des contacts réguliers avec les médias, avec la presse, pour pouvoir passer un certain nombre d'informations qui peuvent être utiles au public. Enfin, je dirais que nous sommes en situation de crise qui nécessite des réactions rapides, qui nécessitent des prises de décision à un instant T. Ces décisions sont prises par la cellule de crise, validées par ensuite notre directrice générale, avec à ses côtés le président de la communauté médicale de l'établissement. Ces décisions sont prises à un instant T par la cellule de crise au regard des éléments dont elle dispose. Bien entendu, la cellule de crise ne prétend pas détenir la vérité. Ces éléments de décision peuvent tout à fait être modifiables, voire critiquables, pour peu qu'on utilise les bons canaux et que vous puissiez effectivement, lorsque c'est pertinent, venir vers nous pour nous indiquer, voilà, vous avez pris telle décision, peut-être que on pourrait suggérer une évolution ou une modification. Ça, c'est tout à fait acceptable. Néanmoins, il faut aussi que chacun d'entre nous accepte l'idée que, quelque part, nous sommes dans une situation, non pas de guerre, mais qui s'y apparente, c'est-à-dire avec une nécessité de réagir rapidement, très rapidement parfois. Et donc, on doit affermir, consolider ces décisions, et donc ensuite, elles doivent s'appliquer à tous. Il peut toujours y avoir un temps de discussion, mais lorsque la décision, l'instruction arrive, on doit l'appliquer. C'est évidemment une forme d'évolution par rapport à la situation ordinaire que l'on peut connaître dans les hôpitaux, où on cherche évidemment la plupart du temps à faire une concertation approfondie qui peut prendre du temps avant de prendre une décision. Là, c'est un peu l'inverse. On prend une décision, bien sûr, pas à l'inconnu. On a des éléments qui nous permettent de prendre ces décisions. Mais ensuite, si on doit la modifier, eh bien, ça sera plutôt dans un deuxième temps. Voilà, je voulais vous indiquer tous ces éléments un peu de cadrage et de méthode. Je vais maintenant passer la parole au professeur Étienne, qui est infectiologue, pour qu'il puisse vous présenter au fond cette pathologie, cette épidémie, et l'organisation que nous avons mise en place au CHU pour y répondre. Il va dérouler sa présentation. On va donc le laisser exposer ce diaporama. Et puis ensuite, on prendra l'ensemble des questions qui pourront être les vôtres. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à toutes et tous de vous être mobilisés. Ça montre votre intérêt et votre solidarité, je pense, pour cette situation. On parle de décision critiquable. La première décision critiquable, ça va être de dire est-ce qu'il fallait réunir tout ce monde-là dans un amphithéâtre aujourd'hui ? On en a bien conscience, vous voyez. Alors typiquement, on a pris la décision, on s'est dit qu'on n'était pas encore dans une phase de circulation intense, active dans la région, qu'il y avait une soif d'information relativement importante et que finalement c'était un canal assez direct et utile pour donner cette première information. Il est tout à fait possible que, suivant l'évolution, on ne retienne plus ce format d'organisation et d'information, mais qu'on soit obligé de passer par d'autres canaux, justement pour éviter de tels rassemblements. Voilà. La deuxième chose, effectivement, c'est qu'on discute régulièrement de la façon de communiquer auprès de vous. Il y a vraiment pas je ne sais pas s'il y a une bonne façon de faire. On essaie à la fois de ne pas vous inonder d'informations qui seraient difficiles ou inquiétantes ou qui seraient trop nombreuses, et en même temps de vous apporter une information transparente. Et je crois que c'est la grosse difficulté qu'on a tous dans l'environnement médiatique actuel, de faire la part des choses. Est-ce que c'est une grippette ou est-ce qu'on va tous mourir ? Et donc je pense que c'est vraiment là que se situe la discussion, d'essayer de savoir se situer et adapter notre réponse et nos pratiques, nos conduites.
Alors, on vous propose, pardon, excusez-moi, je ne me suis pas présenté. Si vous m'avez présenté, c'est très bien, mais je voulais juste dire que c'est moi qui cause, mais qu'en fait, effectivement, c'est le fruit d'un travail très collectif. Nous ne sommes pas omnipotents, et donc, du coup, la médecine de la santé au travail, l'hygiène, la direction des situations sanitaires exceptionnelles, l'encadrement, etc. Beaucoup d'acteurs sont derrière toutes les informations que je vous délivre aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de vous dire des choses très très simples, très cadrées, essayer de centrer sur ce que nous savons ou ce que nous recommandons. Et donc vous voyez, Covid-19 en 10 questions. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est très contagieux? Comment on se protège? Comment on fait le diagnostic? Comment ça se traite? Comment on prend en charge les patients chez qui l'infection est suspectée? Que se passe-t-il si on a été en contact avec le virus? Pourquoi les informations changent-elles constamment? Et qu'est-ce qui est prévu au CHU si l'épidémie s'étend? Voilà. Donc on va essayer de parcourir tout ça. Évidemment, on ne peut pas toujours rentrer dans un infime détail, donc ça devrait susciter des questions. On essaiera de répondre au fur et à mesure. Donc Covid-19, c'est pour Coronavirus Infectious Disease ou Coronavirus Disease ou maladie infectieuse liée au coronavirus. Et c'est une infection virale qui est due à un virus qui a un autre nom qui s'appelle le SARS-CoV-2. Donc vous voyez parfois les deux noms employés. SARS-CoV-2, c'est le nom du virus, et Covid, c'est le nom de la maladie qui est liée à ce virus. Il y a un certain nombre de choses qu'on sait. On sait que l'hôte principal de ce virus, c'est la chauve-souris. Ça, c'est à peu près déterminé. Vous avez entendu beaucoup de choses sur des hôtes intermédiaires, comment le virus est passé de la chauve-souris à l'homme, probablement par le biais d'un hôte intermédiaire. Et on n'a aucune certitude à l'heure actuelle. Vous avez peut-être vu passer des infos sur le pangolin, mais rien que de voir le pangolin, on se demande si ça a un sens. Quand vous... voilà. Il y a 6 autres coronavirus qui sont décrits chez l'homme. Le plus souvent des coronavirus qui sont à l'origine d'infections respiratoires tout à fait bénignes, ça donne des rhumes, des rhinopharyngites. Donc vous avez les noms barbares de 2 d'entre eux, OC43, HKU1, enfin donc des coronavirus qui peuvent donner des infections tout à fait bénignes. On connaissait déjà ce virus à travers 2 autres pathologies qui donnent des infections pulmonaires graves, 2 autres virus qui donnent des infections pulmonaires graves, le SRAS, et le MERS coronavirus, vous savez, le virus qui est présent dans les Émirats arabes unis ou au Moyen-Orient et qui, eux, sont responsables d'infections pulmonaires graves avec une mortalité relativement importante. Cette infection Covid-19, elle touche un peu plus les hommes que les femmes, de l'ordre de 60%, et elle touche majoritairement des personnes de plus de 50 ans, même si toutes les autres tranches d'âge peuvent être concernées. L'incubation moyenne, la durée moyenne de l'incubation, c'est-à-dire le temps entre le moment où on a un contact avec le virus et le moment où on développe des symptômes, c'est de 5 jours, avec des extrêmes de 2 à 14 jours. Donc ça peut être parfois très rapide, un contact avec quelqu'un qui a le virus et 2 jours après les symptômes, mais en moyenne, c'est 5 jours dans la littérature. La contagiosité, la période pendant laquelle on est contagieux, elle est encore imparfaitement connue, on va dire ça comme ça. On sait qu'on est contagieux pendant la durée des symptômes. Il semblerait que la veille des symptômes, on puisse commencer à être contagieux. Mais là encore, on n'a pas de données scientifiques très très solides pour savoir combien de temps avant on fait remonter la période de contagiosité. De la même façon, il y a une info que nous n'avons pas, c'est est-ce que les personnes qui sont asymptomatiques, je vais vous le redire après, dans quelle mesure ces personnes sont contagieuses. Puis en plus, je vais vous dire, on n'est pas ou contagieux ou pas contagieux, on peut être un peu contagieux, etc. Donc on a encore des incertitudes concernant les données scientifiques autour de cette pathologie, mais on a quand même des ordres de grandeur qui se précisent et un cadre qui peut nous aider à réagir. Qu'est-ce que ça donne comme signe clinique? Eh bien, ça donne des formes asymptomatiques. Il y a des gens qui ne développent aucune manifestation, qui sont en contact avec ce virus et qui ne développent aucune manifestation. Ça pourrait bien être le cas des plus jeunes de la population. Il y a des formes bénignes qu'on va qualifier de paucisymptomatiques et qui vont donner des symptômes totalement atypiques, des céphalées, le nez qui coule, les rhinites, des angines, parfois quelques diarrhées, une conjonctivite ou un peu de fièvre,
de façon vraiment très banale. On voit également des formes sévères qui sont des pneumopathies interstitielles, avec une des radios d'un patient qui avait cette pathologie. Et puis on voit des formes très sévères qui évoluent vers des détresses respiratoires et jusqu'au décès. Alors, il y a une cinétique qui est intéressante, qui nous aide aussi pour la prise en charge des patients, qui est le fait que l'aggravation, elle est un peu retardée, elle survient prioritairement aux alentours du 7e jour, ce qui fait aussi que quand un patient développe des symptômes, ça nous aide, on a un peu de temps, hein, on a 7 jours entre le moment où il développe des symptômes et où il va s'aggraver. D'accord ? Donc on peut déjà s'aider, avoir un peu de repères cliniques dans la prise en charge. Deuxième question, est-ce que c'est grave ? Alors, cette question, il est assez difficile d'y répondre. Ça serait pas grave s'il y avait beaucoup de formes asymptomatiques. Et on a de grosses incertitudes là-dessus. Quand on regarde les publications scientifiques chinoises, le nombre de patients, la proportion de personnes qui n'ont pas de symptômes, ça serait 2%. D'accord ? C'est-à-dire très peu, ce qui voudrait dire que la majorité des gens sont symptomatiques. Quand vous regardez ce qui s'est passé dans le bateau, vous avez entendu parler du bateau, là, le Diamond Princess, eh ben, il y aurait 35% des gens qui seraient asymptomatiques. Donc on a un petit peu de mal à se situer pour l'instant. Est-ce que c'est 2% ? Est-ce que c'est 35% ? Dans le bateau, il est possible qu'il y ait eu des recirculations d'air, qu'on ne sait pas s'il y avait des solutions hydroalcooliques, on ne sait pas trop quelles étaient les précautions. Donc c'est très difficile aussi de savoir. Et donc, ne sachant pas précisément quelle est la proportion de gens qui n'ont pas de symptômes, il est très difficile de dire est-ce que la maladie est très grave, hein, d'accord ? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont des formes pas graves et quelques morts, ou est-ce que finalement, à chaque fois qu'on l'a, la sévérité est importante, d'accord ? Dans les modèles épidémiologiques qui commencent à se préciser, à l'aide notamment de séries occidentales, où on a un peu plus d'accès aux informations, on a l'impression qu'il y a une certaine part de formes asymptomatiques et que 81% des formes sont bénignes. Ça va être donc la petite rhinopharyngite, l'angine, les céphalées, hein, des formes tout à fait bénignes. Les données, les séries parlent de 14% de formes sévères, ce qui est quand même relativement important. Et on entend par forme sévère une pneumonie, une infection pulmonaire qui nécessite une hospitalisation. Et on parle de formes très sévères, qui sont des formes de pneumonie avec détresse respiratoire et qui nécessitent une admission en réanimation. Et ces formes très sévères seraient à peu près de 5%. Alors, tout le monde essaie d'avoir des repères sur la mortalité. Eh bien, là encore, hein, ça va beaucoup dépendre. La mortalité va dépendre du nombre de personnes asymptomatiques. Hein, et donc, c'est très sujet à caution. On est très prudent dans les chiffres. Mais les estimations de mortalité sont de l'ordre de 2 à 2,3%. D'accord ? Ça veut dire que 2% des personnes qui attraperaient le virus décéderaient. Donc, ça reste très imprécis. Hein, vraiment, on dit ça avec humilité. Mais pour vous donner un petit point de repère, la grippe, les estimations moyennes entre 2011 et 2016 pour la grippe, c'est 0,3%. Donc ça ne veut pas dire qu'on va tous mourir, ça ne veut pas dire que c'est une grippette, c'est probablement un peu entre les deux, hein, et donc un peu plus que la grippe. Quand les patients développent une forme sévère, eh bien là, la mortalité est considérable. Dans les séries, c'est une mortalité de 40% qui est rapportée pour les malades qui ont été admis en réanimation. Là encore, je vais vous faire part d'un petit peu d'incertitude. Ce sont des réanimations en Chine, dans une province chinoise dépassée par la situation. On peut tout à fait imaginer que les standards de soins et les prises en charge dans nos réanimations permettraient d'améliorer ce pronostic. C'est ce qu'on avait vu avec Ebola. Hein. La mortalité d'Ebola était considérable en dehors d'un système de santé performant. Dans un système de santé performant, la mortalité était bien moindre. Alors la deuxième, il y a la quantité de personnes qui vont avoir des formes graves. Et la deuxième question, c'est qui est à risque de faire des formes graves. Et donc, on regarde dans les séries qui est décédé d'une infection confirmée à Covid-19. D'accord ? Et on voit qu'en fait, 50% des patients qui sont décédés avaient plus de 75 ans. Plus de 75 ans, ça ne représente pas la majorité de la population française. Donc ça montre bien, vous le voyez ici, là c'est la répartition
de la population totale. Ici, vous avez le nombre de cas confirmés. Donc, vous voyez qu'il y a une surreprésentation des plus de 60 ans et des 40-59 ans. Et parmi les décès, vous voyez qu'il y avait essentiellement des personnes de plus de 60 ans. Donc, il y a un surrisque chez les personnes les plus âgées. Vous pouvez regarder ici, ce n'est pas le nombre de personnes qui décèdent quand elles ont la grippe, c'est parmi les gens qui sont décédés de la grippe, 86% avaient 75 ans ou plus. D'accord ? Quand on regarde pour Covid-19, 50% avaient 75 ans ou plus. D'accord ? Donc là aussi, c'est pour essayer de vous donner des repères. Ça atteint préférentiellement, les formes graves sont vues plus tôt chez les sujets plus âgés, mais c'est un petit peu moins marqué que ce qu'on voit au cours de la grippe. D'accord ? Pour l'instant, les formes graves chez les enfants sont extrêmement rares. On n'avait pendant très longtemps aucun signalement de pathologie chez les enfants. Maintenant que l'infection arrive dans des pays occidentaux, on commence à avoir des cas qui sont signalés, mais pour l'instant, quasiment aucune forme, enfin à ma connaissance, après peut-être qu'il y en a qui sont... je ne suis pas omnipotent, mais quasiment aucune forme grave recensée chez les enfants. Troisième question, est-ce que c'est contagieux ? Est-ce que c'est très contagieux ? Alors on va avoir du mal à vous dire le contraire, quand on voit qu'en l'espace de 3 mois, puisque ça a commencé, l'alerte a été lancée 30 décembre, ça avait commencé un peu avant, mais l'alerte a été lancée à ce moment-là. En l'espace de 3 mois, on est à plus de 90 000 cas et 50 pays touchés. Donc on va avoir du mal à vous dire que ce n'est pas contagieux. Est-ce que c'est très contagieux ? Et donc les épidémiologistes utilisent un chiffre qui s'appelle le R0, le taux de reproduction. C'est en fait le nombre de cas qui est généré par chaque nouveau cas. Donc une personne qui attrape le Covid contamine en moyenne 2,2 personnes. Excusez-moi, c'est une coquille, c'est 2,2. D'accord ? Contamine en moyenne 2,2 personnes. Là encore, pour essayer de vous donner un repère, pour la grippe, c'est 2 environ. Donc c'est un petit peu plus contagieux que la grippe. Voilà. Ce sont des estimations. Je continue. Comment on peut éviter la transmission ? Alors la transmission, elle est principalement, elle se fait par une transmission gouttelette et contact. Ce sont des gouttelettes salivaires qui font plus de 5 microns, les experts confirment. Ces particules virales, elles peuvent survivre dans l'environnement pendant 3 heures à peu près, c'est des estimations, sur une surface sèche, et pendant jusqu'à 6 jours sur une surface humide et chaude que les virus aiment bien. Donc ça explique le mode de transmission. Donc pour vous dire quelle conduite à tenir, adopter suivant la situation dans laquelle on est, je suis un personnel non soignant. Qu'est-ce que je peux faire ? Je vais me laver les mains avec du savon ou avec une solution hydroalcoolique. Ce sont en fait finalement les recommandations que vous entendez à la radio. Tout simple, j'utilise des mouchoirs jetables, j'éternue ou je tousse dans mon coude. Si j'ai un syndrome grippal avec de la fièvre et de la toux, je ne vais pas travailler. Et si jamais je tousse et que je vais au contact d'autres personnes, je mets un masque chirurgical, puis j'évite d'aller rendre visite à ma grand-mère à l'EHPAD ou d'aller voir des personnes fragiles. D'accord ? Donc j'évite les rassemblements et les personnes fragiles. Ça, je vais dire, sont des mesures de bon sens auxquelles il faut se raccrocher et pas paniquer. Je pense qu'il faut s'attacher à faire des choses très simples comme ça. La deuxième situation, c'est je suis un soignant. Si je suis un soignant, si c'est moi qui tousse, déjà, finalement, je respecte ce que j'ai dit au-dessus. Sinon, je respecte toujours, si c'est pas moi qui tousse, mais je suis un soignant, je respecte les précautions standards scrupuleusement. C'est le bon moment, c'est toujours le bon moment, on me dira l'hygiène, mais c'est le bon moment pour être très scrupuleux sur le respect des précautions standards. Et puis si je suis face à un patient qui tousse, je vais renforcer ces précautions standards par l'application des précautions complémentaires gouttelettes, c'est-à-dire je vais mettre un masque chirurgical au patient et moi-même, je vais mettre un masque chirurgical. Restons sur des basiques, sur des choses simples que tout le monde maîtrise et peut appliquer. Ensuite, je suis un soignant face, cette fois-ci, non pas à quelqu'un qui tousse comme ça,
mais à quelqu'un chez qui on a identifié une pneumopathie sans cause connue et dans un contexte qui devrait arriver, d'infection, de circulation virale dans notre communauté, enfin dans la communauté, dans notre région. À ce moment-là, eh bien, on est dans une circonstance qui est plus évocatrice d'une infection par le virus, et donc on va renforcer les précautions standards par des précautions R plus contact. D'accord ? Donc à ce moment-là, on va se retrouver avec un patient dont on ne sait pas s'il a Covid, mais protégé comme s'il l'avait. Okay ? Actuellement, les précautions sont de mettre une surblouse qui couvre les bras, de rajouter un appareil de protection respiratoire de type FFP2, le masque canard, de mettre des lunettes de protection. La protection des cheveux est encore recommandée, et puis de bien utiliser les frictions hydroalcooliques, plus les gants si jamais on est en contact avec des liquides biologiques. D'accord ? Je ne dis pas de bêtises. Ok. Et on insiste bien sur le fait qu'en fait, les frictions hydroalcooliques et les appareils de protection respiratoire sont primordiaux. Alors, vous voyez que ça permet d'être en sécurité pour prendre en charge le patient. Et ces recommandations globales, qu'elles concernent le masque chirurgical ou le masque FFP2, il faut qu'on les applique de façon très claire, simple, raisonnée, parce qu'en fait, il faut qu'on puisse préserver nos appareils de protection pour quand on va en avoir vraiment besoin. Donc c'était un peu le message de M. Laurent en préambule. Il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi pour pouvoir se retrouver protégé dans les bonnes situations. D'accord ? Il est possible qu'il y ait des évolutions dans les jours à venir. En fait, c'est très classique dans une épidémie. Quand on ne connaît pas les modalités de transmission d'un virus à la phase initiale, on prend des précautions maximalistes. Et puis au fur et à mesure qu'on en apprend plus et qu'on voit quelles sont les précautions suffisantes pour protéger les personnels, eh bien on peut avoir des évolutions dans les recommandations de prévention. Et donc il est possible qu'il y ait une évolution. Alors je ne dis pas qu'il faut le faire maintenant, hein, c'est bien marqué, possible évolution, on vous le dira, on vous informera, on vous passera le message, mais il est possible que certaines protections complémentaires ne soient plus recommandées et qu'on se polarise sur les protections les plus importantes. Il y a des circonstances qui sont très à risque de propagation du virus. Ce sont les circonstances où il y a de l'aérosolisation en ventilation ou dans des aérosols, etc. Et donc là, on respecte vraiment strictement en plus ces recommandations. Je continue avec le diagnostic. Comment fait-on le diagnostic ? Donc, ça ne fait pas envie, hein ? Alors, comment fait-on le diagnostic ? Le diagnostic, il est virologique. Il se fait par un écouvillonnage nasopharyngé. Donc, c'est un viroculte, un dispositif qu'on va aller introduire dans la narine pour aller gratouiller le carrefour du nasopharynx. Ce diagnostic, on le fait pour certaines personnes. On ne peut pas le faire à toute la population qui tousse et qui n'aurait pas de raison d'avoir l'infection par le virus. Donc, les indications sont pour les personnes qui ont une infection respiratoire grave, avec détresse respiratoire. On va le faire aussi pour des patients, donc pour des personnes symptomatiques, pour lesquelles on aura fait un tri, on aura été contactés, nous les infectiologues, pour dire oui, c'est évocateur de cette infection ou non, ce n'est pas évocateur de cette infection. Quand le prélèvement est réalisé, en fait, le tube, le conteneur doit être désinfecté en sortie de chambre. Et puis ensuite, désormais, il peut être acheminé dans un emballage simple, mais par un porteur. On n'a pas envie de mettre ces prélèvements dans un pneumatique. C'est pas très logique, vous voyez. Et donc, ça doit être acheminé par un porteur en virologie. La virologie utilise alors des techniques de biologie moléculaire, de RT-PCR pour être exact, et actuellement fait 2 séries par jour, 7 jours sur 7, et la réponse, on l'a à peu près en 4 heures. Tout ça, c'est possible que ça évolue, hein, je vais le redire après, mais les indications vont peut-être changer.
et les modalités diagnostiques, le nombre d'échantillons traités, les horaires, etc. Tout ça, ça pourrait changer au fur et à mesure qu'on progresse dans la préparation. Pour les autres prélèvements, autres que les prélèvements respiratoires, eh bien là, on demande simplement la désinfection des tubes en sortie de chambre, application de détergent, rinçage, javel, et ensuite, ça part dans la filière usuelle. D'accord ? Donc, une prise en charge relativement simple. Le traitement est avant tout symptomatique et il est très important, et notamment même pour les formes graves, pour la réanimation, les mesures de support et de tous les traitements qui peuvent être administrés en réanimation pour soutenir les fonctions vitales sont importants, et donc ça peut aller du paracétamol à tous les autres traitements. Et ils ont sans doute un rôle majeur dans le pronostic des formes, et notamment des formes graves. Actuellement, qu'est-ce qui est recommandé ? Pour les formes mineures, aucun traitement particulier. Les gens vont bien, ils n'ont aucun critère de gravité, on ne les traite pas. Pour les formes sévères, on utilise une association de deux médicaments. En fait, c'est un antirétroviral qu'on connaît bien, qu'on a utilisé pendant un moment pour le VIH. C'est le lopinavir, ritonavir. Pour les formes très sévères, il y a un antiviral qui avait été développé pour Ebola, mais qui semble montrer des éléments d'efficacité pour le Covid et qui s'appelle le remdesivir. Tout le monde se creuse beaucoup la tête pour essayer de trouver d'autres pistes thérapeutiques. Et donc vous avez d'autres antiviraux, ça c'est un antigrippal, l'utilisation d'anticorps ou d'interférons qui sont à l'étude. Là encore, il faut être humble. On a encore peu de données scientifiques. Les Chinois nous annoncent des études sur le remdesivir et le lopinavir d'ici 3 semaines à peu près. Donc pour l'instant, on a encore peu de données scientifiques, mais on a quand même des pistes thérapeutiques pour prendre en charge les patients. Quelle prise en charge est organisée chez nous ? Eh bien, vous avez un document qu'on essaie d'actualiser. En fait, excusez-moi, il y en a un du jour que je n'ai pas inclus dans mon diaporama, mais donc il y a une version du 3 mars 2020. Et donc, vous avez ici le numéro, vous passez par JEDI, c'est vraiment tout simple. Vous allez dans JEDI, vous tapez coronavirus, ou vous tapez le numéro du document, et c'est actualisé en permanence. Au fur et à mesure des décisions qu'on prend dans la cellule de crise, eh bien, on s'adapte et on adapte le document. Actuellement, si le patient est à domicile et qu'il est symptomatique, on parle bien de gens qui sont symptomatiques, ils appellent le 15. Voilà. Et c'est le 15 qui va orienter le patient, juger de la situation, nous contacter pour savoir ce qu'il faut faire. J'ai oublié une grande catégorie que j'aurais dû mettre ici, c'est que les personnes qui sont asymptomatiques, on leur demande de ne pas appeler ces numéros-là, parce que finalement, ça sature le système et qu'on n'est plus en mesure après de répondre aux nécessités des patients. Et je le rajouterai dans le document qu'on formulera, mais il y a un numéro vert qui permet d'avoir des informations, ou des sites officiels qui permettent d'avoir des informations. Donc là, les informations que je vous donne, ce sont pour les personnes symptomatiques, s'il vous plaît. Quand le patient est présent dans le CHU, eh bien, on appellera l'infectiologue. On a mis en route une astreinte, 24/24, 7/7. N'en abusez pas, s'il vous plaît. Pour essayer de répondre aux situations, essayer de savoir, d'orienter le patient. Quand on est appelé, on travaille avec le SAMU et l'ARS et on va classer le cas. Pour l'instant, on va dire, oui, ça pourrait être le Covid. Non, ça n'a aucune raison d'être le Covid. Et si on retient que ça pourrait être le Covid, eh bien, on va orienter le patient suivant la gravité, soit en consultation, dans un centre de consultation qu'on a créé de toutes pièces il y a 10 jours maintenant, qui est un centre qui fonctionne sur rendez-vous. On donne des rendez-vous très vite, mais uniquement sur rendez-vous. Vous imaginez bien qu'on ne va pas faire venir 15 personnes dans une salle d'attente, toutes suspectes d'avoir le virus. D'accord ? Donc le rendez-vous permet d'échelonner la prise en charge. Donc on organise ça. Si jamais il s'agit d'une forme grave, eh bien, elle va être hospitalisée dans le secteur qui est le plus adapté pour elle. Si c'est une pneumopathie, ça va être chez un adulte, ça va être en maladie infectieuse. Si c'est une infection respiratoire chez un enfant, ça va être en pédiatrie. Et vous avez vu que les précautions complémentaires à mettre en œuvre ne sont pas exorbitantes.
hein. Et donc, si un patient a besoin, voilà, on va penser à une femme enceinte, si elle a besoin d'être prise en charge parce qu'elle est à terme ou presque et qu'on suspecte le Covid, il faut qu'elle puisse être prise en charge dans la filière qui va être adaptée pour elle, hein, avec les précautions adaptées, mais dans la filière dont elle a besoin. Donc, chaque filière est identifiée. J'approche de la fin. Qu'est-ce qu'on fait si on a été en contact avec un cas? Qu'est-ce qui se passe quand on identifie un cas confirmé de Covid? Et donc, en fait, à chaque fois qu'un cas est identifié, il y a un travail qui est mené dans l'établissement et puis par l'Agence régionale de santé pour identifier ces contacts, pour aller les rechercher. Et donc, à chaque fois, on recherche les personnels, les soignants, les contacts personnels, excusez-moi, oui, les relations personnelles, les soignants et les patients qui auraient pu être en contact avec ce cas pour pouvoir les prévenir. Ensuite, on évalue l'importance du contact et pour ce qui est des personnels de notre établissement, c'est le service de santé au travail qui a mis en route une ligne spécifique qui évalue l'importance du contact. Si un soignant a donc été en contact sans précaution complémentaire, on est d'accord, les précautions sont protectrices, d'accord? Donc si on a vu un patient avec les bonnes précautions complémentaires, on n'est pas considéré comme un contact, hein, on a été protégé. Mais si on a vu un patient sans précaution complémentaire, le plus souvent, on va lui demander pendant 14 jours d'appliquer scrupuleusement, là encore, les procédures d'hygiène et de porter un masque. Et pendant cette période-là, de se signaler s'il développe des symptômes. D'accord ? À ce moment-là, s'il développe des symptômes, on le testera pour savoir si c'est le Covid ou si c'est une autre infection virale. Et on le verra donc en consultation pour rechercher le diagnostic. De temps en temps, c'est le service de santé au travail qui évalue ça. Si le contact est rapproché, que le risque d'attraper l'infection est vraiment important, eh bien on peut décider de mesures d'éviction pendant 14 jours sans préjudice financier, mais c'est vraiment à manier au coup par coup, parce qu'il faut quand même qu'on puisse continuer de prendre en charge les patients. Alors, 2 dernières questions. La question 9, c'est « mais ça change tout le temps, on ne comprend rien, c'est n'importe quoi ». Alors, c'est pas n'importe quoi, ça répond un peu à une stratégie et à chaque période a son importance. Et vous avez vu qu'en fait, on propose des mesures graduées qui changent en fonction du contexte. Donc vous avez ici une courbe présentée dans un document travaillé par la Direction générale de la santé. Vous avez ici la phase 1 où on essaie en fait d'empêcher l'introduction du virus sur le territoire ou de la ralentir. Alors la dénomination village gaulois, c'est ma touche personnelle, hein, personne n'appelle ça comme ça, mais je trouve que ça illustre bien. C'est la stratégie du village gaulois, on essaie d'empêcher l'introduction du virus dans le pays. Pour faire ça, eh bien, on essaie de savoir où il y a du virus, de faire un diagnostic très précoce des gens qui arriveraient des endroits où il y a du virus, et puis d'enfermer et de confiner au maximum les cas hein, pour essayer d'éviter les cas secondaires. D'accord ? C'était cette phase-là. Et cette phase-là, vous l'avez entendu dans les médias, elle est finie. Le virus est implanté sur notre territoire et donc on ne pourra plus empêcher son implantation. Il y a une deuxième phase qui est une phase d'implantation progressive et rapidement croissante du virus sur le territoire. Et c'est la phase 2, vous entendez les médias parler du niveau 2. C'est celle dans laquelle nous sommes actuellement et qui correspond à la dissémination du virus sur le territoire. La phase 3, c'est quand le virus est implanté de façon importante et circule dans le territoire. Eh bien, nous sommes, voilà, on peut imaginer que la Normandie, nous sommes là, et vous avez l'Oise qui est ici. D'accord ? Donc clairement, on vous voit aujourd'hui parce que nous sommes dans cette phase charnière. En Normandie, nous ne sommes pas encore impactés massivement. Hein, on n'a pas, pour l'instant, on en est toujours à 2 cas confirmés, vous voyez ici. Mais on sait que nos voisins, quelques kilomètres après, sont rentrés très très vite, et vous voyez la pente de la courbe, sont rentrés très très vite dans une phase très importante où le nombre de cas augmente de façon assez brutale. Hein. C'est en train de se passer en Bretagne aussi, avec du jour au lendemain beaucoup de cas qui se présentent, et parmi eux des cas graves. D'accord ? Donc on est vraiment à la jonction entre ces 2 phases. On essaie de gagner du temps pour se préparer. On essaie de mettre en œuvre des mesures pour protéger les plus faibles.
Pour l'instant, on est encore à faire le diagnostic des formes légères pour ralentir le nombre de cas secondaires et aussi des formes graves. Et on a encore tout un tas de mesures. Alors le triple emballage, je vous ai dit, pardon, ça a disparu ce matin. Donc on est encore avec des mesures relativement importantes. Le niveau 3 évoqué par le gouvernement, ça va être quand il va y avoir de la circulation massive. Et là, ça va être essayer d'atténuer l'impact de l'épidémie. C'est pour ça qu'on vous voit aujourd'hui, pour que chacun sache qu'on approche de ce moment-là et qu'il va falloir sans doute qu'on se retrousse les manches, mais on le fait toujours, bien sûr, pour affronter ça. D'accord ? Donc là, on va essayer de protéger les plus faibles. On va essayer de prendre en charge en milieu hospitalier uniquement les formes graves. Donc vous voyez, jusqu'à maintenant, on gardait à l'hôpital les formes pas graves pour éviter les nouveaux cas. On va sans doute changer à un moment, on n'y est pas encore, mais on va sans doute changer de façon de faire, renvoyer les formes pas graves chez elles pour faire de la place pour les formes graves. D'accord ? Et donc changer complètement nos façons de faire. Une de nos autres missions va être de protéger les soignants pour préserver la capacité de travail, d'accord ? Parce que il faut qu'on se protège, et puis je l'ai mis parce qu'on le vaut bien quand même. Voilà. Et donc vous voyez qu'on va changer de façon de faire nos diagnostics. Avant, on faisait du diagnostic, y compris chez les formes pas graves, pour éviter les cas secondaires. Une fois que le virus est répandu dans la communauté, ça n'a plus tellement de sens. Et donc on fera un diagnostic chez les formes graves et chez les soignants, pour pouvoir savoir quelle conduite adopter. Dernière diapo, excusez-moi, c'est juste pour vous, si j'étais un peu long. Donc, vous voyez, on a travaillé dans l'établissement à un plan graduel de mesures à mettre en œuvre progressivement pour s'adapter à la situation, ne pas surréagir s'il n'y a pas lieu, mais en même temps être prêt si jamais le nombre de cas venait à augmenter de façon importante. Donc au début, vous voyez, niveau 1, quelques cas, on les garde en hospitalisation, quelques cas supplémentaires, on utilise les structures existantes pour les voir. Niveau 3, on a créé le centre de consultation Covid pour pouvoir faire venir les gens en ambulatoire et faire des diagnostics. Le virologie s'est mise à faire du diagnostic 7 jours sur 7 à ce moment-là. Là c'était 5 jours sur 7. Et puis très vite, en fait, on a activé la cellule de consultation 7 jours sur 7. Et puis là, l'ARS a activé des établissements de santé dits de deuxième ligne pour dire attention, le CHU va peut-être pas pouvoir concentrer toutes les prises en charge de façon durable, donc a demandé à d'autres établissements de se mettre en œuvre. Il y en aura probablement 2 autres qui vont arriver très vite, Dieppe et Elbeuf pour les citer, mais c'est pas encore officiel. Alors, le niveau 5, ça consiste à commencer à mobiliser un petit peu tout le monde, à augmenter la capacité d'accueil du service des maladies infectieuses pour pouvoir être prêt à accueillir un nombre de cas plus important. Ça consiste à commencer à bien sensibiliser, demander la solidarité, la participation de tout le monde et la vigilance dans le respect des mesures d'hygiène, dans le bon sens, enfin toutes les recommandations que M. Laurent a fait en préambule. Une cellule de crise quotidienne, une coordination hebdomadaire, des points avec notre autorité de santé. On a chacun les uns les autres des points aussi entre infectiologues, entre hygiénistes, pour travailler en national et profiter de l'expérience les uns des autres. Donc vous voyez, on se situe à peu près entre ces 2 points-là, entre le niveau 4 et le niveau 5 de préparation de l'établissement. On approche quand même doucement de l'activation du plan blanc. Nous n'y sommes pas, je le répète, mais l'idée quand même, c'est d'avoir un peu anticipé, de s'être préparé à un nombre de cas qui augmenterait avec une proportion de cas graves qui augmenterait également. Donc on réfléchit à un certain nombre de choses, on sollicite les uns les autres pour se préparer à cette situation, on réfléchit à réorganiser les flux aux urgences, on réfléchit à des centres d'accueil d'infections respiratoires, on réfléchit à augmenter la capacité d'accueil dans les services de médecine, parce que le service de maladies infectieuses va vite saturer, potentiellement. On réfléchit à augmenter la capacité d'accueil dans les services de réanimation pour pouvoir répondre à la demande. On peut réfléchir aussi à mobiliser des établissements qui ne seraient pas en première ligne, alors pas
pour prendre en charge des patients qui auraient Covid, mais peut-être pour nous décharger de certains patients qu'ils sont en capacité de prendre en charge, pour que nous, on puisse absorber cette augmentation d'activité. Et puis, nul doute qu'à ce moment-là, il faudra aussi activer une sorte de cellule de crise de santé au travail pour pouvoir aider les personnels à savoir quoi faire dans leur activité. Voilà, j'espère avoir brossé un tableau aussi objectif que possible, qui vous donne un certain nombre de repères et qui vous dise un petit peu où on en est et à quoi s'attendre. Après, on n'est pas des devins sur la suite, mais on voit bien que dans les régions adjacentes, c'est en train de partir très fort et que sans doute, il faut se préparer. Je vais demander à tous mes collègues experts de me rejoindre pour répondre aux questions. Voilà, je vous remercie. Bonjour, donc Guillaume Mahé, pneumologue. Une question sur la définition d'une détresse respiratoire sans diagnostic. Est-ce que c'est juste PCR grippe négative ou faut appeler pour qu'on fasse en plus le VRS la multiplex, et dans ces cas-là, on fait le Covid directement quand la grippe est négative, parce que pour l'instant on fait que la grippe. Alors là encore, ça va dépendre un petit peu du moment. Actuellement, vu l'intensité de circulation du virus, c'est que dans les tableaux de détresse respiratoire qu'on va rechercher d'emblée, c'est en fait qui sont les circonstances où actuellement on recherche d'emblée tous les pathogènes. Vous faites déjà une PCR dite multiplex, et donc dans ces tableaux-là, on rajoute la PCR Covid. Dans les tableaux actuellement de détresse respiratoire, oui. Maintenant, dans les situations de pneumopathie grave, et pour l'instant, tant que le virus ne circule pas, on vous propose de faire en 2 temps. Cherchez d'abord un diagnostic différentiel parce que le Covid n'est encore pas le plus probable. Et dans les situations où le diagnostic différentiel n'est pas trouvé, de rajouter la PCR Covid. C'est pour ça, c'est dans cette logique-là qu'on recommande que les précautions R plus contact renforcé soient prises dès maintenant dans les situations de pneumopathie grave. Voilà, pas pour la bronchite, pas pour la rhinopharyngite, ça va pas. Mais juste pour préciser les choses, Manuel, pour les patients de soins intensifs de pneumologie qui sont en détresse respiratoire aiguë bronchospastique, parfois aussi hypoxémique, mais sans image de pneumopathie, pour l'instant, vous ne recommandez pas de faire la recherche de Covid-19 ? Non, pas encore. Pour l'instant, on fonctionne. Le virus ne circule pas dans notre région de façon absolument massive. Donc on peut tout à fait avoir une approche quand même qui est clinique, syndromique. Les pneumopathies graves liées à Covid, c'est des pneumopathies interstitielles qui évoluent vers une forme de SDRA avec des formes très interstitielles immunoallergiques ou des formes kystiques condensantes. Enfin, voilà, on a quand même de quoi s'aider pour l'instant parce qu'on n'est pas à le rechercher partout tout le temps. Valérie Brunel, Biochimie. Une question. On a un nombre non négligeable de collègues immunodéprimés, pour la plupart sous traitement immunosuppresseur. Est-ce qu'il y a des recommandations spécifiques de protection aujourd'hui et ou demain ? Il n'y a pas de recommandation, si ce n'est d'appliquer strictement les précautions standards. Et quand vous dites aujourd'hui et demain, on peut croiser, si on prend les chiffres de la fourchette supérieure de ce qu'a présenté Emmanuel, 35% de cas asymptomatiques, on croisera des patients qui auront du Covid, on croisera des gens qui auront du Covid. Donc l'idée, c'est vraiment le respect le plus strict possible des précautions standards. Et l'hygiène des mains, mais on va réinsister là-dessus. Vous avez dit que ça tenait 3 heures de contamination et effectivement, quand je vois l'état de certains contours de porte, des clenches, ça m'interpelle au CHU. Alors ça, l'état des clenches, habituellement, c'est quelque chose qui devrait être entretenu. Donc c'est l'utilisation des produits habituels dans ces situations-là. Par contre, c'est vrai que quand on sera en situation de cas possible ou de cas confirmé, pour l'instant, on a maintenu un entretien avec un détergent, puis un rinçage, puis de l'eau de javel. Exclusivement quand on est dans ces situations-là. Donc il ne faut pas passer toutes les clenches de l'hôpital à la javel, elles ne vont pas supporter.
Mais ce que vous dites est vrai aussi pour l'environnement extérieur. Hein. Donc, je ne voudrais pas marteler à la place de l'hygiène de lavage des mains, mais les transports en commun, voilà, il faut penser à ça. Oui. De manière générale, vous savez, j'ai l'impression qu'il ne faut pas qu'on perde trop les pédales. Il y a des choses de vraiment bon sens, qui est de se dire, en ce moment, il y a des virus qui circulent, mais je vais dire, on le faisait déjà à minima pendant la grippe, et donc qui sont des mesures de bon sens, de se laver les mains, de ne pas aller voir les personnes fragiles quand on est malade. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Dans notre pratique de soignant, je ne sais pas si quelqu'un a déjà essayé de porter un masque FFP2 pendant 8 heures d'affilée, on fait une syncope, quoi. Donc il faut aussi être réaliste. Il vaut mieux garder le masque pour les situations où c'est utile, d'accord, et donc avec des choses simples, avec des choses supportables, qu'on fera beaucoup mieux, qu'on respectera beaucoup mieux que des utilisations inadaptées, hein, où on va finir par mettre le masque sur le menton parce qu'on n'arrive plus à respirer. Donc je crois vraiment les choses simples, en standard, dans la vie courante ou dans les échanges normaux, eh bien voilà, les choses simples, on ne vit pas avec un masque tout le temps, on n'en est pas là, on se lave les mains, après avoir toussé, après avoir utilisé un mouchoir, etc. Quand on est en face de quelqu'un qui tousse, on prend des premières précautions, de bon sens là encore, le masque chirurgical, l'hygiène des mains, et puis à partir du moment où on identifie un risque, on fait ça pour tout, d'accord. À partir du moment où on identifie un risque, eh bien, on prend un niveau de mesure complémentaire. Voilà. Je crois qu'il ne faut vraiment pas perdre les pédales, pas trop forcément aller remettre en cause tout dans la vie quotidienne, quoi. Moi, je voulais Excusez-moi, est-ce que je peux juste compléter le propos de Manuel Etienne ? C'est tout à fait ça, c'est les mesures d'hygiène de base qui vont être la première barrière. Il y a une chose aujourd'hui qu'on peut retenir, c'est que si un soignant tousse, il porte un masque chirurgical. Si un patient tousse, on lui fait porter un masque chirurgical. Et pour tout le monde, soignant comme patient, on fait faire une hygiène des mains avec les solutions hydroalcooliques. J'en profite aussi pour rappeler les prérequis à l'hygiène de main avec les solutions hydroalcooliques. Nos mains, pour que la solution hydroalcoolique soit efficace, pas de bijoux, pas de montre, des manches relevées pour pouvoir faire la friction de façon étendue, pas d'ongles longs, des ongles courts, et pas de French manucure, pas de vernis. La solution hydroalcoolique ne peut pas être efficace dessus. Et si on respecte effectivement ces mesures d'hygiène de base, on a déjà des très très grosses barrières et des barrières qui marchent très très bien pour éviter la transmission. S'il vous plaît, je voulais demander, donc a priori il faut utiliser la javel. Ça veut dire que pour les cas possibles ou confirmés. Voilà, c'est-à-dire prise en charge d'un patient dans ce cas-là au bloc opératoire, on utilise un protocole javel. Oui. Est-ce qu'on peut utiliser le produit qui est un peu le tout en un là, ou c'est vraiment de la javel? Alors, vous parlez de quel tout en un? Vous parlez du spray oui. de surface? Ouais. Alors, vous savez qu'on est dans une situation un petit peu compliquée avec les produits actuellement sur le CHU, mais sur l'ensemble du territoire, en fait. La javel, elle est efficace, donc effectivement, on peut l'utiliser. Les produits qu'on utilise habituellement, en gros, sont plutôt efficaces, mais on va préférer utiliser des produits qui sont virucides. Donc, ça ne change pas nos pratiques, en fait. Pour tous les patients, quels qu'ils soient, on continue à utiliser les produits habituels et qui sont disponibles. Ils vont avoir leur activité. Et pour les cas possibles ou confirmés, on va effectivement utiliser le détergent, le rinçage, la javel. Le spray prêt à l'emploi, le Septalcan, je pense que c'est à celui-là que vous pensez, au Surface Safe. Je me rappelle ils n'arrêtent pas de changer en ce moment, c'est bien la problématique et c'est pour ça qu'on a retenu cette idée de la javel initialement. Donc ce spray virucide prêt à l'emploi, on l'a réservé à certaines situations un peu particulières comme le centre de prélèvement par exemple ou à l'entretien des ambulances où là il y a des cas possibles qui sont pris en charge très régulièrement et où on a besoin de faire cet entretien. Je ne vous dis pas que demain la situation ne va pas évoluer, mais pour l'instant elle est comme telle. D'accord, merci. Je veux préciser qu'en fait, vous voyez, il y a des éléments qui sont parfois très techniques et là encore qui peuvent être changeants. Donc on fait un travail dans la cellule pour toujours actualiser les référentiels. Donc on va mettre toujours, c'est le référentiel d'hygiène, il est sur le document JEDI que je vous ai présenté. Dans le suivi, vous allez voir, il y a un moment où on a envie de faire l'entretien des locaux. Il y a
donc enfin, un petit lien, entretien des locaux, qui renvoie vers la procédure JEDI actualisée. Si l'hygiène actualise ça, ça sera actualisé dans le document. D'accord? Parce qu'on ne peut pas être tout spécialiste de tout à chaque instant, et donc on vous essaie de travailler sur cette base documentaire, que vous puissiez vous y référer. Lorsqu'il y a un cas suspect dans une unité, y a-t-il un kit prêt pour protéger les professionnels quelque part? Ou faut-il par pôle se préparer avec un kit, avec les lunettes, les charlottes? Non, alors pour l'instant, la effectivement, javel? il y a un stock tampon, on va dire, qui a été prévu à la pharmacie. Donc vous pouvez contacter la pharmacie ou éventuellement la nuit contacter l'interne de garde de pharmacie. Il sait où ce stock tampon se trouve et il peut vous délivrer. Il faut vraiment le réserver aux situations, évidemment, qu'il nécessite. Donc c'est la pharmacie où on dit aux agents, en fait, parce qu'en semaine, on est là, enfin l'encadrement est là, on peut aider. Oui, oui. Ça peut se passer la nuit. C'est une information de la même façon que vous retrouvez sur le guide de prise en charge du patient et sur les précautions complémentaires. À partir de l'arbre décisionnel qui vous oriente sur la prise en charge, il y a les mesures de prise en charge et dans le document, il y a ce lien, cette direction vers la pharmacie et vers l'interne de garde de pharmacie si besoin. Après, j'ai une deuxième question. C'est Valérie par rapport Pelletier, excusez-moi, je me permets, Valérie Pelletier a... Juste pour préciser, la pharmacie, elle détient des masques FFP2, des casaques, des lunettes, du détergent et de la javel. Je n'ai pas de masque chirurgical, on est vraiment dans un contexte pour soigner un patient avéré. Les masques, on les a, mais le reste du matériel, on n'avait pas forcément. On a une petite quantité pour pouvoir le distribuer effectivement la nuit ou le week-end, mais en quantité de dépannage. Après, mon autre question, c'est que là, on a reçu vendredi la fiche par rapport aux visiteurs, pour les précautions. Pour autant, on se rend compte que les gens, le bon sens de se dire je suis malade, je ne viens pas à l'hôpital, ça échappe un peu. Dans certaines cliniques, ils ont limité le nombre de visites. Est-ce qu'à un moment donné, nous, on va s'acheminer vers ce type de choix institutionnel ou pas? Alors, pour l'instant, on n'est pas en situation de circulation active, comme on l'a dit tout à l'heure. Je parle sous contrôle de M. Laurent, mais que la situation, évidemment, peut évoluer et on peut être amené à faire évoluer les choses. On est en train de faire évoluer les choses pour les secteurs d'EHPAD du SLD parce que l'épidémiologie nationale et de certaines régions nous pousse à agir dans ce sens-là. Pour l'instant, il n'y a pas de restriction à proprement parler. Par contre, de la même façon, les précautions standards s'appliquent pour les visiteurs aussi, c'est-à-dire qu'un visiteur qui tousse ou un visiteur qui a des symptômes d'infection respiratoire, il faut absolument pouvoir lui faire porter un masque chirurgical et lui faire une friction. Ce week-end n'ont pas été diminués. Les gens, ils viennent comme d'habitude, et je dirais même que vendredi soir, on avait presque plus de visiteurs que d'habitude. Assez étonnant. À la limite, honnêtement, je préfère 3 personnes en bonne santé qui toussent pas, que restreindre à un visiteur qui arrive, qui tousse et qui va en mettre partout. Mais il me semble que c'est plus une question de respect des procédures, d'identification, d'accompagnement, même si c'est compliqué parce que ça mobilise les personnels. Plus que pour l'instant une question de personne. C'est assez compliqué de réguler tout ça. Probablement en plus qu'on va être tributaire de la partie médiatique, de la pression médiatique. Là, finalement, dans notre région, ça reste un truc abstrait. On voit ce qui se passe autour, mais les gens ne se sentent pas forcément concernés tout de suite. Peut-être que quand la pression va augmenter, la situation va changer. Après, j'ai envie de dire que c'est l'intérêt aussi de ces séances d'information, c'est qu'on puisse vous donner les éléments pour appliquer avec discernement un certain nombre de mesures de précaution. Interdire complètement les visites, c'est quand même relativement inhumain dans certaines situations. Faire comprendre aux gens en proximité l'intérêt de les limiter et d'éviter d'aller exposer sa famille, je pense que chacun d'entre nous peut le faire à son niveau, de façon, avec les éléments d'explication qu'on vous a donnés, je crois. On ne peut pas tout réguler. Ouais, le fait que dans les cliniques, je reprends la question, le fait que dans les cliniques, certains aient fait ce choix-là. Oui. Est-ce que c'est pour autant efficace? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais.
Bonjour, je travaille en pneumologie. Tous les patients ont des aérosols, qu'est-ce qu'on fait? Pour qui ça? Je vais vous répondre toujours la même chose. On respecte les précautions standards et on respecte les précautions qui sont à mettre en place en fonction de l'état pathologique du patient. Les précautions standards, encore une fois, elles vous demandent de vous protéger de ces situations où vous pourriez être exposé à des liquides biologiques. Si le patient risque de vous tousser dessus, il faut que vous puissiez porter un masque chirurgical ou quand il est à l'extérieur, quand il est amené à sortir, qu'il puisse porter un masque chirurgical. On respecte toujours et encore la friction avec les solutions hydroalcooliques. Et puis après, on adapte les mesures, les précautions complémentaires gouttelettes, les précautions complémentaires air plus contact renforcé si c'était un cas suspect possible confirmé. En fait, on s'adapte à cette situation. Encore une fois, les précautions standards, elles marchent quand même plutôt bien. Et puis j'ai envie d'ajouter qu'il y a d'autres causes à la toux que l'infection respiratoire et que donc des gens qui ont tousse en permanence pour une autre raison, on va chercher un changement des symptômes, on va chercher quelque chose de nouveau. Même les gens là qui rentrent de la zone épidémique, quand ils nous disent quand je suis parti je toussais, d'ailleurs je tousse toute l'année, là je rentre je tousse, mais la symptomatologie n'a pas changé, il y a quand même, voilà. Donc il faut que la toux soit en lien avec une infection respiratoire aiguë, pas toujours très symptomatique, mais en lien quand même avec quelque chose d'aigu et récent. Oui, parce qu'au début, on nous a demandé de porter les masques en permanence. De vendredi, on nous a demandé de porter les masques en permanence dans le service. Donc c'est pour ça que je me permettais de poser la question. Alors, je n'ai pas forcément cette info-là. Après, parfois, on peut être amené à faire une recommandation temporaire dans un service, le temps de prendre l'information. Voilà. Actuellement, ce n'est pas ce que nous recommandons, pour plein de raisons, pour garder notamment les appareils, enfin les outils pour se protéger pour le moment où on aura vraiment besoin. Il y a une indication pour l'instant à porter le masque, enfin il y en a deux à porter le masque en permanence, c'est le soignant de retour d'une zone à risque, avec la définition des zones à risque qui fluctuent, et puis en cas de contact avec un soignant ou un patient porteur, s'il n'y a pas d'éviction, il y a 14 jours de port de masque systématique toute la journée, avec une pause, et si on fait une pause on change de masque, mais voilà. J'ai juste une petite question. Vous avez dit que pour l'instant qu'il n'y avait pas de cas d'enfants. Est-ce que les signes cliniques et les signes d'aggravation sont les mêmes chez l'enfant que chez l'adulte? Et est-ce qu'il y a des facteurs de risque tels l'asthme, des choses comme ça? Alors, il y a peu de données. Après, il y a Didier Pinquier qui est là et qui pourra peut-être confirmer, parce qu'il est peut-être plus expert que moi. Quand je dis qu'il n'y a pas de cas chez les enfants, les Chinois en ont signalé très très peu. Hier, il y avait 2 cas signalés chez des enfants en Moselle, en France. Et donc, il est possible qu'on trouve des cas chez les enfants si on les cherche. Bon. Ce qui a l'air vraiment établi, c'est qu'il n'y a pas de forme grave chez les enfants, ou alors qu'elles vont rester exceptionnelles. Moi, je n'ai pas tellement d'autres infos que celle-ci, et donc à ma connaissance, soit c'est des formes asymptomatiques, soit c'est des formes peu symptomatiques, et je pense que c'est très difficile de les distinguer d'une autre sorte de rhinopharyngite virale comme ont tout le temps les enfants. C'est le niveau d'information que j'ai, mais par définition, comme il y a très peu de cas signalés, les connaissances sont assez maigres. Didier, est-ce que tu as un complément d'information à apporter? Pas plus de données que ça? Non, les données qu'on a, c'est la partie émergée de l'iceberg, donc les formes très graves. Donc pour les formes paucisymptomatiques, on ne voit pas comment les enfants ne participeraient pas à la diffusion. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas d'éléments factuels pour dire qu'il y a des formes... les formes sont plus graves chez l'enfant. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que les maladies infantiles sont plus graves chez les adultes que chez les enfants. J'aimerais juste avoir des renseignements sur l'importance de l'imagerie dans les cas confirmés. Quelle est je suis Manip Radio, donc je voulais savoir quelle importance on avait dans la prise en charge des patients confirmés. En fait, ce qui nous guide surtout dans les indications de l'imagerie, ça va être la gravité.
Donc en fait, on va faire de l'imagerie en fonction des besoins dans la mesure où ça guide la prise en charge, le diagnostic. Pour l'instant, on a été amené à prendre en charge que des formes bénignes, et donc on a tout à fait pu limiter les examens d'imagerie parce qu'en fait les patients n'en avaient pas besoin. Alors on a déjà fait des radiographies en chambre dans les conditions standards, mais enfin dans des conditions optimales, on va dire, de confinement, mais clairement à partir du moment où on va avoir des cas et des cas relativement graves, il faudra qu'on puisse faire des examens d'imagerie autant qu'ils auront besoin. Il n'y a pas de raison de leur faire perdre des chances, simplement il faut juste que nous on s'organise pour les faire dans des conditions de prévention de la transmission correctes. Et les établissements qui prennent en charge ces patients leur font des radios, des scanners sans problème. Donc c'est vraiment, voilà, préparons-nous, mais on va en avoir, oui. On va en avoir besoin. Le CHU encourage au maximum ses professionnels à prendre les transports en commun pour se rendre sur leur lieu de travail. Il y a des périodes, enfin des horaires de la journée. Si vous prenez le tram, si vous vous retrouvez dans le tram, Théâtre des Arts ou Palais de Justice vers 17-18 heures, parfois vous vous retrouvez très très proche d'autres voyageurs. Est-ce que par rapport à ce genre de situation, vous préconiser des choses en particulier? Alors, je propose une réunion de la cellule de coordination pour essayer de répondre. Je ne sais pas quoi vous répondre. Pour l'instant, non. Peut-être que demain, on aura tous envie d'éviter d'aller se mettre au milieu, mais encore faudra-t-il avoir un moyen de venir au travail. Voilà. Après, on va suivre aussi, je vais dire, les recommandations en population générale. Après, c'était plus une boutade après sur le fait de venir. Non, mais c'est plus en termes d'interrogation, vous voyez, sur des mesures qui peuvent être prises au niveau national et des fonctionnements qui perdurent sur le Paris. Enfin, je pense à Paris en l'occurrence, où les gens sont en permanence les uns sur les autres dans les transports. Bon, merci c'était bien, vous cherchiez à nous challenger, c'est réussi, bravo. On essaie quand même d'avoir un compromis entre la prévention de la transmission et le fonctionnement de notre microcosme qu'est le CHU. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, voilà, il faut qu'on arrive à concilier les deux pour qu'on puisse continuer à prendre en charge les patients quand même, quoi. Juste un complément. Vous avez vu dans les messages, on dit maintenant éviter de se serrer la main, éviter de se faire la bise. Là, ça participe de ça aussi. Dans les transports en commun, on se fait pas la bise. Non, mais une fois qu'on l'a sur les mains dans les transports en commun, si on peut éviter de le donner à tous ceux qu'on va croiser après à l'hôpital en serrant la main, c'est plutôt mieux. Dans les transports en commun, on n'a pas vraiment le choix. On est vraiment collés serrés. Vous ne prenez pas les transports en commun. Bien, est-ce qu'il y a une dernière question avant de pouvoir vous laisser regagner vos services? Moi, je voulais, en fonction de l'évolution, je voulais faire une proposition parce que j'ai mon époux qui est à la retraite et qui travaille à l'hôpital et qui, en fonction de l'évolution, il y a peut-être des forces vives à l'extérieur qui pourraient prêter la main en fonction de l'évolution. Donc, c'était une idée dont je voulais vous faire part. Merci. Ouais, c'est sympa, c'est un petit message sympa. Merci. Merci pour cette proposition qu'on retient. Et d'ailleurs, pour toute question, toute suggestion que vous souhaiteriez faire, on va vous proposer d'adresser vos messages à la cellule de crise. Il y a une permanence toute la journée qui se tient tous les jours. Et donc, la cellule de crise pourra ensuite orienter vers les services concernés. Ce type de proposition peut très bien y figurer et effectivement, il se peut qu'on ait besoin de compétences en particulier médicales ou paramédicales à certains moments. Et donc, merci pour cela.